Merci Myriam. Quand on parle, Cyril a commencé à en parler, t'as commencé à en parler un petit peu. Quand on parle innovation, on a tendance à mettre start-up à côté. Et en fait, il y a un certain nombre de grands groupes qui ont souhaité susciter de l'innovation en ayant leur incubateur, leur Fab Lab, leur start-up avec des tas de noms magiques derrière. Et j'ai interviewé en mars dernier Philippe Dumais, qui était qui vient de quitter son poste de directeur stratégie, une transformation digitale chez Alstom, qui est aussi directeur du MBA du CNAM et qui vient de retourner comme vice-président chez McKinsey, qui me disait, voilà, entre 2012 et 2016, ça a été la grande mode, il fallait absolument avoir son incubateur dans son grand groupe. Personne n'y a rien gagné, en fait, ça n'a jamais donné grand-chose nulle part, pour une raison simple, c'est que les startups, en fait, elles ne peuvent pas assurer la scalabilité. Donc, on a des projets, on a 2-3 business cases intéressants, mais après, on ne peut pas mener à l'échelle, intégrer ça à grande échelle. Donc, c'était son discours à lui. Ce que je vois de mon côté, en fait, j'ai interviewé un certain nombre de directeurs de transformation dans des métiers assez semblables. Ils disent tous, c'est vrai avoir des idées, on sait tous à peu près. Innover, c'est un peu moins, ça se fait. Après, intégrer l'innovation dans un processus d'entreprise avec, comme le disait Malika tout à l'heure, ces process, des choses qui doivent tourner sur une très très grande échelle, c'est une autre paire de manches. Et là, peut-être, c'est particulièrement intéressant de faire appel, et d'ailleurs, beaucoup le font déjà, à ces collaborateurs qui sont multipotentiels, qui voient autre chose, parce que, d'une part, eux auront les idées pour mettre en place, puisqu'ils sont aussi dans l'eau, et ils ont à la fois le regard hors de la boîte, mais aussi dans la boîte. Ils sont à la frontière, et puis peut-être ils ont aussi des idées d'innovation incrémentale, de choses qui pourraient fonctionner mieux dans l'entreprise, et peut-être aussi certains d'entre eux sont capables aussi de voir des signaux faibles, d'avoir l'idée d'une innovation disruptive, de quelque chose qui va vraiment changer la donne pour l'entreprise. Je crois, Cyril, que tu as testé un petit peu tout ça. Tu veux nous partager ton expérience ? Oui, alors deux exemples. Le premier, nous, c'est un agent SNCF qui, il y a quelques années, dit mais pour mesurer les voies, aujourd'hui, ça coûte très cher. On vient avec des équipes de topo et on s'installe, ça bloque la circulation. Pourquoi on ne ferait pas ça avec un drone ? Il a fait une fois, 2 fois. Il a eu un petit budget de R&D et 3 ans après, on en a fait une filiale. Il y a plus de 20 personnes. Elle a son modèle économique. Elle travaille pour d'autres clients que la SNCF. Et on a une approche d'intrapreneuriat bienveillant et avec un soutien de la hiérarchie assez fort, prise de risque partagée, complexité dans une structure comme la SNCF de faire émerger une filiale où il faut passer par Bercy, par le ministère des Transports pour créer une filiale de drone, parce que c'est pas naturel pour une maison comme la SNCF qui fait plutôt rouler des trains quand ils roulent. Mais on l'a fait. Ça a marché, mais c'est très rare et c'est compliqué. À l'inverse, le sujet d'entrepreneuriat, dont j'ai parlé, pour les femmes, on l'a fait en braquant complètement la DRH. C'était directement une décision qu'on a réussi à faire prendre par le think tank SSO féminin devant Guillaume Pépi, avec le DRH qui n'a rien vu venir parce qu'il n'a pas compris le sujet. Mais aujourd'hui, on fait le point avec les équipes qui gèrent le vivier des cadres dirigeants et notre programme. En fait, c'est entièrement orthogonal. Le vivier des cadres dirigeants, c'est comment je recrute des gens, je les fais grandir pour qu'ils répliquent le modèle et qu'ils l'optimisent, qu'ils fassent du lean, etc. Nous, c'est l'inverse, on les recrute pour créer des gens pour braquer le modèle. Et donc là, le moment où on va réussir à convaincre la DRH de passer à l'échelle pour dire cette formation entrepreneuriat, c'est finalement une nouvelle compétence managériale et qu'on va basculer les formations et la détection des potentiels dessus, je pense qu'il va nous falloir, là par contre, quelques années. Ce que tu veux dire, c'est que ça reste encore un peu dans l'exemplarité et qu'on n'en est pas encore... Oui, parce que ça casse beaucoup de choses et puis ça fait peur. On travaille, nous, en train de créer des écoles, des nouvelles compétences qui intègrent ça, qui intègrent du digital avec Simplon, avec nos métiers, avec des nouveaux soft skills. On travaille sur des niveaux d'évaluation, mais la grande inquiétude, si on fait un petit baromètre digital pour mesurer la qualité d'appétence et de connaissance du digital au sens large, y compris la partie soft du digital, ça paraît très bien quand on dit ok, on va le faire à nos agents qui sont perdus dans la pampa, mais il dit ok, on commence par le COMEX quand
quel est le niveau d'habilité aujourd'hui de nos cadres dirigeants, voire nos actionnaires? C'est là où on sent qu'il y a une difficulté. Donc oui, cette conduite du changement, elle va être difficile. Elle se fait par le bas sur le terrain, entre autres parce qu'on a une partie des hauts dirigeants d'entreprise qui ne sont pas du tout dans ces générations-là, qui sont X-Min, Énarque, etc. Enfin, nous, c'est ce qu'on trouve dans nos boîtes. Donc, des gens qui sont sachants, alors que la clé du digital, c'est qu'on est toujours apprenant. Et ça, ce mindset-là, il est excessivement difficile pour des gens qui sont sur un piédestal scolaire de cabinets, d'entreprises depuis des années, et qu'aujourd'hui on leur dit maintenant tu vas toi-même envoyer tes emails, c'est plus l'assistante, tu vas être capable de faire sur Twitter sans passer par une agence de com, et tu vas apprendre toi-même à utiliser ça. Donc il y a une remise en cause globale du management et des gens en place, et on le voit bien sur l'arrivée de grands patrons un peu différents qui viennent casser les modèles. Et d'ailleurs c'est pas que du digital, il y a souvent en plus un rôle assez large, inclusif. On le voit dans l'alimentation, on le voit chez Carrefour, des nouveaux patrons qui arrivent, qui bousculent. Et ben c'est par ça que ça va passer. Donc il va falloir aussi que cette génération de grands patrons, issus peut-être d'une vague un peu différente, vont prendre le pouvoir au fur et à mesure, et ça va descendre à ce moment-là. Et ça, c'est ce qu'on vit sur la plupart du CAC 40 en ce moment. Mais on vit une époque assez difficile pour tout le monde, parce qu'elle est déstabilisante, et toute la ligne managériale qui est coincée entre ça, elle est souvent en difficulté. Donc le vrai sujet, c'est comment on va arriver à accompagner cette ligne managériale avec un management exemplaire. Et en attendant, on va avoir des gens qui vont s'en aller, quoi, très clairement. Et si vous regardez, vous pouvez le voir dans le livre, on a des belles startups qui sont en fait créées par des gens qui ont quitté des grands groupes et qui ont créé leur propre modèle, et qui cartonnent complètement parce qu'en intérieur, leur modèle a toujours été refusé. Donc ça, je pense qu'on va le vivre pendant quelques années, surtout dans nos grandes et vieilles maisons. C'est sûrement moins le cas sur des belles PME, des belles boîtes qui sont plus agiles et qui sont naturellement en digital. Mais pour tous les métiers traditionnels, plutôt mortards, la conduite du changement va être difficile, et il y aura effectivement des fuites et des clashs assez importants. Ça, on peut l'imaginer, mais ça créera aussi d'autres réussites. Ça fait partie du jeu, quoi. Pour vous, Malika, justement, qui êtes vous avez commencé à nous parler des démarches que vous avez mises en place. Comment est-ce que vous avez fait après pour que tout ça circule et que l'innovation se développe et se déploie et se mette en œuvre? Alors, c'est aussi compliqué quand même que dans un grand groupe, parce que, alors sans parler des cadres dirigeants, puisque vous en avez très très bien parlé, il y a aussi l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise qui voient arriver ces espèces de trublions là, l'idée du siècle et auxquelles déjà soi-même on n'avait pas pensé. Lui, il n'a pas été formé, moi je suis médecin depuis 15 ans, c'est pas lui, ingénieur en physique, qui va m'apprendre, ou mathématicien, qui va m'apprendre comment il faut que je fasse mon job. Et tout ça, ça fait quand même un environnement qui est assez pesant à l'intérieur de l'entreprise. Alors je sais que c'est dans la mienne, mais dans beaucoup d'autres, parce que pour avoir échangé avec d'autres entreprises privées, on est tous dans le même environnement. Et du coup, ces talents-là, ces multipotentiels-là, si on ne les a pas identifiés, alors je ne dis pas détectés au sens détecter, mais au moins, si on n'a pas identifié qu'on avait ces quelques innovants, créatifs, etc., et qu'on ne les a pas protégés, à ce moment-là, c'est sûr, à tous les coups, on les perd. Donc moi, j'avais vu, alors dans mes équipes, notamment mon équipe digitale, là, on avait mis en place un petit logiciel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Team Mood. Tous les jours, on recense l'humeur générale, alors c'est anonyme, l'humeur générale de l'équipe. Et tous les soirs, moi, j'avais le petit compte-rendu de comment ça va, et hop, dès qu'on voyait une baisse de morale, je voyais avec ma collaboratrice qui pilotait l'activité pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils vont pas bien, et d'aller fouiller pour pouvoir maintenir quand même un environnement qui soit dynamique, favorable, parce qu'en plus dans la pharma, on est écrasé par les contraintes réglementaires, légales, éthiques et compliance et tout ce qui va avec. Donc quand vous avez une équipe de créatifs et d'innovants et qu'on leur dit non, attends, il faut passer 3 semaines avec le juridique, ensuite tu vas aller passer 2 semaines avec le réglementaire, et tout ça va prendre 18
18 mois, c'est juste inacceptable et épuisant. Donc toutes ces forces internes, il faut aussi quand même réussir à les embarquer, identifier ce qui bloque et ceux qui sont les vrais freins. Et moi, c'était plutôt mon rôle à moi, justement, en tant que dirigeant, c'était de les protéger, entre guillemets, au maximum, pour pouvoir laisser la créativité et l'innovation se réaliser, parce que tout autour, vous avez encore beaucoup de ce qu'on appelle les forces de rappel dans certains ouvrages, qui font que ça tient et ça retient. Alors pour pouvoir aller au-delà, juste pour finir, on a commencé l'année dernière une grande campagne de communication interne avec beaucoup d'événements, en passant dans les usines, dans les sites de R&D, les filiales commerciales, les patrons de filiales, pour essayer de faire comprendre que ça y est, c'était en marche, qu'il y avait des modèles économiques qui existaient, c'est-à-dire des startups de la santé qui vendent des produits digitaux, des médicaments digitaux, que la FDA a commencé à approuver ces médicaments digitaux et du coup qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se mettre en place et qu'il n'est pas aussi effrayant que ça. C'est important ce que vous dites sur la protection, parce qu'effectivement, sinon, ces personnes, elles servent de fusible ou de bouc émissaire, en fait. Hein, et donc, et là, on arrive sur des risques psychosociaux dont on parlait tout à l'heure. Oui, enfin, absolument. C'est vrai que c'est absolument essentiel. Ouais. Hugo, de votre côté, je crois que vous avez des démarches intéressantes pour lever l'innovation de vos collaborateurs avec du Bitcoin, des choses. Vous voulez nous en parler un petit peu ? Oui, après un petit peu de DRH bashing, la parole à la défense. Cyril, vous avez évoqué aussi l'environnement apprenant, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et peut-être partager une initiative qu'on a en interne chez Talent, où on s'est posé la question de comment stimuler l'innovation et comment reconnaître aussi les personnes qui font bouger les lignes, qui ont envie de travailler en transversalité dans l'entreprise. Et on l'a fait à travers une initiative qu'on a appelée le Talent Coin, qui est une monnaie collaborative qui est basée sur une technologie blockchain et qui permet à tous les collaborateurs de recevoir, de donner ou de convertir des talent coins, donc une monnaie interne, entre eux, et en avantage monétaire ou non monétaire. Alors pourquoi je vous parle de ça par rapport à la question sur l'innovation ? C'est parce que dans le déploiement même de ce projet-là, je pense qu'on est sur une méthodologie qui est pas inintéressante. Dans sa conception, dans l'idée même de l'outil Talent Coin, en fait, c'est une idée qui vient d'un collaborateur qui à un moment nous a dit mais moi j'ai des difficultés soit à reconnaître des personnes qui rayonnent dans l'entreprise parce qu'ils partagent leurs connaissances, qui vont au-delà finalement d'une fiche de poste et puis d'une vision purement RH des choses, et puis j'ai, au-delà d'avoir parfois des difficultés à les récompenser, j'ai aussi parfois des difficultés, pourquoi pas, à stimuler des envies d'autres personnes qui sont pas encore aujourd'hui dans cette démarche-là. Et il a imaginé, cette personne qui est expert blockchain, a imaginé avec le groupe une monnaie qui nous permet ces différents usages. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les collaborateurs qui se sont appropriés eux-mêmes cette monnaie, puisque c'est eux qui en ont déterminé les usages, bien sûr dans la phase de test, mais aussi dans la vie du produit. Par exemple, il y a des collaborateurs qui ont proposé des champs de conversion. C'est-à-dire que si vous avez accumulé 150 coins dans votre application, vous pouvez convertir ces coins en activités diverses et variées qui peuvent être elles-mêmes animées par des collaborateurs pour les autres collaborateurs sur des... Alors il y a à la fois des sujets métiers qui peuvent être liés à des formations techniques ou des certifications technologiques que peuvent porter nos collaborateurs, et puis il peut y avoir des choses qui sortent complètement du cadre numérique, et il y a une personne qui a proposé des cours d'initiation à la culture chinoise, à la langue des signes, et finalement c'est quelque chose qui nous permet aussi d'animer beaucoup et de mettre en avant des personnes qui nous apportent d'autres types de compétences dans l'organisation. Donc innovant par sa conception, innovant par son utilisation, et j'espère innovant dans son évolution, puisqu'on a déjà imaginé quelques pistes d'évolution de cette monnaie qui pourrait nous conduire à proposer du financement participatif chez Talent à travers une plateforme finalement de levée de coins, de coin funding, si je puis dire, et qui nous permettrait de proposer aux collaborateurs des projets qu'ils pourraient financer en coin, en levant des fonds auprès des autres collaborateurs. Donc voilà, c'était simplement pour partager cette initiative qui nous permet, nous, d'animer nos savoirs, d'animer la collaboration au sein de l'entreprise, et qui part vraiment d'une démarche assez gagnante sur la stratégie d'innovation.
Et vous voyez les impacts déjà aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on l'a lancé il y a un trimestre. Ce qui est intéressant, c'est que on a donné beaucoup de liberté, hein, vraiment dans une logique blockchain. Donc chaque collaborateur peut transférer finalement sans raison des coins à un autre collaborateur. En revanche, on lui a proposé des motifs de transfert qui ne sont pas obligatoires, mais des motifs de transfert peuvent être par exemple du transfert de compétences, la participation à un événement interne, de la cooptation au niveau du recrutement, ou simplement se dire merci pour une collaboration un petit peu poussée dans l'entreprise. Et ce qu'on voit sur le dashboard aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 50% des motifs de transfert qui se font au motif de merci ou de fun. C'est-à-dire qu'on doit être assez drôle, j'imagine, et que finalement cet outil a été pris par les collaborateurs en grande partie comme un outil de feedback positif et pas finalement uniquement comme un outil de rétribution ou de renouvellement du partage de la valeur, mais simplement comme un outil de feedback. Donc ça, c'est un enseignement. Le deuxième, sur les champs de conversion, on voit qu'à peu près 50% des conversions de nos collaborateurs, c'est donc la capacité que vont avoir les collaborateurs à convertir leur talent coin en avantage matériel ou non matériel. 50% de ces conversions se portent sur des thématiques de formation ou de certification, et 50% se portent sur d'autres thématiques dans lesquelles je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ça donne aussi une idée de comment les collaborateurs utilisent aujourd'hui cette monnaie pour potentiellement développer leurs compétences et leur savoir. Bravo. Merci infiniment à tous les trois. Une des conclusions pourrait être que, en fait, ce qui va susciter du changement, l'innovation, de la transformation dépend nettement des cultures, des identités, et que donc on ne peut absolument pas calquer le processus de l'un sur l'autre, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier les choses en profondeur et d'observer vraiment la réalité. Et on a pas mal de possibilités pour faire ce genre de choses. Vous avez sans doute des questions. On va pouvoir en prendre quelques-unes pendant une dizaine de minutes. Je vais faire passer le micro. On en a peut-être d'autres de micros, on va voir. Et je propose à ceux qui prennent la parole, si vous avez une question pour l'un d'entre nous, n'hésitez pas à le dire, ça facilitera peut-être la réponse.